Lynn Dardenne, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidate au Conseil d'État sur cette liste Alliance des libertés. Alors, on a l'habitude de commencer par une petite présentation des candidats. Vous venez de la Riviera, vous êtes élu au Conseil communal de Montreux, vous avez 42 ans. Vous étiez élu PLR, vous avez quitté le parti, vous allez nous expliquer pourquoi. Avant cela, quel est votre déclic politique ? On va parler de Covid évidemment, mais avant cela, qu'est-ce qui vous a fait aller vers la politique ? Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, tiens, la chose publique m'intéresse ? Alors, il faut dire que mon papa lui-même a déjà fait de la politique. Il avait d'ailleurs déjà aussi créé un parti à Montreux de Daniel Brella, sauf erreur. Maintenant, c'est vrai que lui, il m'a toujours dit, si t'es pas contente avec le fonctionnement de la société, au lieu de râler, comme tout le monde fait, au coin d'un bistrot, vas-y. Et puis, au final, c'est vrai que j'ai créé pas mal d'entreprises et puis j'ai subi pas mal de déboires avec l'une des dernières, qui est un concept store à Tahiti, où justement je voulais essayer de répondre à la demande des citoyens, c'est-à-dire réinstaller une épicerie dans un quartier de village. Et j'avais fait un peu mon business plan, j'avais réalisé que c'était impossible en fait que ça puisse être rentable. Et du coup, il fallait essayer d'étoffer ce concept store avec aussi encore peut-être un café-restaurant. Pourquoi pas réimplanter une poste avec de la musique live, avec des produits du terroir. Et puis c'est ça qui m'a motivée. Et quand finalement j'ai vu un peu les problèmes avec la latte, qui ont fait aussi prolonger les délais de traitement de dossiers, toutes les normes différentes pour l'une ou l'autre des activités, les normes incendies qui changeaient également, les horaires qui changeaient également, toutes ces difficultés en fait à mettre en place quelque chose qui pouvait tout à fait exister, par exemple à Berne. Là j'ai commencé à me dire il y a quelque chose à faire. Parce que finalement, les concepts qui existent aujourd'hui ne fonctionnent plus. On voit que voilà, la demande elle est différente de la part des citoyens et on doit être beaucoup plus flexible. Il y a trop de sclérose de la loi, de l'administration. Clairement, on est vraiment assaillis. Chaque fin d'année, c'est l'horreur. Et puis au final, on nous demande de créer de l'emploi. Les gens sont demandeurs de pouvoir travailler d'une manière aussi plus flexible. Et puis on propose rien. C'est extrêmement compliqué. On a l'impression qu'on nous met des bâtons dans les roues tout le temps. Et puis c'est pour ça en fait que après avoir plus ou moins stabilisé l'ouverture de mon bar, je me suis dit je vais essayer de rentrer en politique. On est venu me chercher au PLR, 3 personnes. Et puis sur le moment, c'était un peu le parti dans lequel je me suis dit me sentir bien finalement en tant qu'entrepreneuse. C'était quand même le parti qui représentait les employeurs aussi. Et puis j'avais des amis à l'intérieur du parti. Et puis je me suis dit pourquoi pas, on va essayer. Alors ça, c'était l'engagement premier. Vous dites chef d'entreprise, vous êtes hyper active, vous êtes restauratrice, on en parlera, vous avez une entreprise d'auto-école, d'après ce que j'ai vu, vous êtes aussi directrice d'une école Montessori, tout ça est très diversifié, comment vous y retrouvez ? Alors écoutez, moi ça m'a toujours fait rire parce que quelque part quand justement j'avais l'auto-école, après on me dit puis tu veux faire un bar, t'as l'impression que c'est compatible avec l'auto-école, tu fais quoi à la fin de ta sensibilisation, tu vas offrir des verres de bière à tes Boire ou élèves, conduire, hein. voilà. Après on m'a dit la même chose, finalement j'ai ouvert la crèche école, j'ai des enfants de 2 mois à 12 ans et puis j'ai aussi ouvert à un moment donné un accueil parascolaire, donc on me dit est-ce que c'est compatible le monde de l'enfance avec un café-bar-restaurant ? Mais finalement, en fait, c'est cette diversification qui fait que je peux avoir tout un tas de visions sur les différents métiers. J'ai aussi fait des formations de routier. J'ai fait technicienne dentiste, donc j'ai dirigé un des plus grands laboratoires de Suisse romande pour une chaîne de cliniques. Et puis, en fait, j'ai un peu travaillé partout aussi en tant que caissière pendant mes études au McDonald's. Et puis, c'est ça qui fait que finalement, j'ai un panel d'expériences que j'aimerais pouvoir mettre au profit des citoyens du canton de Vaud, finalement. Et c'est ça aussi qui a fait que j'ai pu survivre pendant la crise.
Alors justement, on y vient à la crise parce que quand on parle de déclic politique, chez vous, il y en a deux, hein. Il y a le déclic dont on vient de parler, il vous a fait vous engager comme entrepreneuse, et puis il y a le déclic Covid. Alors là, le déclic Covid, il vous a brouillé avec votre parti, hein. Vous avez quitté le PLR, vous êtes toujours élue au conseil communal mais en indépendante. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce Covid qui vous a tant crispé? Alors, moi, c'est vrai que je me suis sentie abandonnée. Et puis, je pense que beaucoup d'indépendants, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de citoyens, d'étudiants se sont sentis vraiment abandonnés pendant cette crise, pas du tout entendus par le pouvoir politique en place. Et puis, lésés par les mesures finalement qui étaient mises en place. D'un point de vue personnel, j'ai vraiment l'impression que ces mesures ont fait plus de dégâts que le Covid lui-même. Et finalement, cette ingérence, pour moi, elle a vraiment causé des dégâts irrémédiables. Et je vois au niveau de mes enfants, de voir qu'aujourd'hui, elles ont l'impression, alors qu'elles ont 14 ans et demi et 16 ans, de ne pas avoir de perspective d'avenir, de ne pas pouvoir voyager, de ne pas pouvoir aller en stage à droite, à gauche, parce qu'ils ont fermé toutes les places d'apprentissage, tous les stages. C'est extrêmement compliqué, en fait, de pouvoir se projeter. Des personnes qui étaient seniors, qui étaient enfermées dans les EMS, des familles qui ne pouvaient pas aller rendre visite à des malades, des employeurs qui ont perdu toute leur entreprise, leur retraite. Parler de sentiment d'abandon, il y a eu des aides considérables dans ce pays. On pouvait même, au début de la crise sanitaire, se dire que c'était la première fois dans l'histoire de l'humanité, pas seulement en Suisse, où on a voulu protéger les plus faibles, où on a vraiment fait ce qu'il fallait pour ne pas abandonner justement des catégories de population. Est-ce que vous voyez cet aspect-là aussi d'un pouvoir politique à l'échelon suisse, à l'échelon cantonal, mais aussi à l'échelon international, avec des variations entre les pays, qui s'est dit, bon, on a affaire à quelque chose d'inconnu, on va essayer de faire en sorte de sauver des gens? Alors, c'est vrai qu'en mars 2020, j'étais une des premières personnes à vraiment avoir pris toutes les mesures, avoir mis en place des mesures d'urgence. J'ai même commandé des centaines de litres de gel hydroalcoolique, Là, vous parlez de vos entreprises, par des exemple. masques, etc. Bien même avant que l'OAJ finalement nous en procure, parce qu'on aurait dû ouvrir 2 semaines sans avoir de produits, etc. Parce que tout était en retard. Moi, j'avais déjà pris les devants, j'avais déjà mis tout en place. Parce qu'on ne savait pas, et j'avais des bébés chez moi. Et je me suis dit, si c'est une grippe, ça peut s'attaquer d'abord tout petit, et puis ensuite aux seniors, bien évidemment. Et donc, c'est vrai que je voulais pas avoir cette responsabilité d'avoir du sang sur les mains, entre guillemets. Bon, vous avez réagi, mais les pouvoirs publics, est-ce qu'à votre avis, ils ont réagi aussi? Alors, ils ont réagi, mais pour moi, pas assez vite. De loin, pas assez vite. Au niveau des RHT, donc des salaires, entre guillemets, à 80% pour les employés, et ils ont été donnés avec des problèmes administratifs, des plateformes qui ont bugué. Ça a été un casse-tête chinois pour nous en tant qu'employeurs. On a dû mandater des comptables qui, même eux, s'arrachaient les cheveux. Il y a plein de choses qui ne jouaient pas. Ils demandaient à ce qu'on ait finalement un casier des office de poursuite vierge en déposant la demande de ce qu'on a fait. Et au final, le dossier était toujours pas traité, il manquait des pièces. Au bout de 6 mois, ils redemandaient de nouveau le casier vierge, alors que c'était pratiquement impossible d'avoir autant de trésorerie. Les RHT sont arrivés des fois entre 4 à 6 mois pour moi, par exemple. Pour d'autres collègues restaurateurs, la même chose. Et je dois dire que au niveau des cas de rigueur, là c'était l'enfer. L'enfer, d'ailleurs je précise encore que j'ai toujours rien touché, que ce soit finalement pour la crèche que pour le restaurant. Je vous interromps parce que le temps file et on arrive à cette question qu'on doit vous poser parce qu'on la pose à tout le monde. La clé, hein, si vous avez les clés du gouvernement après l'élection, on vous donne une baguette magique. On sait que ça ne marche pas comme ça, mais c'est la magie du moment. Vous pouvez imposer une réforme, faire une réforme pour les Vaudoises et les Vaudois immédiate. Qu'est-ce que c'est? Alors, moi, j'en ai plusieurs, bien entendu, hein, mais moi, j'ai vraiment envie de retourner à quelque chose qui soit beaucoup plus souverain, une souveraineté alimentaire, un encouragement à la paysannerie, au savoir-faire artisanal, à l'entrepreneuriat. Après, il y a l'axe aussi des enfants, de l'éducation qui me tient très à cœur.
Donc c'est vrai d'instaurer une éducation beaucoup plus flexible où on pourrait aborder des matières avec vraiment des sujets terre à terre. Pour moi, j'ai l'impression qu'on a beaucoup de choses, qu'on fait du bourrage de crâne par rapport aux enfants, des choses qu'on n'appliquera plus jamais. Et moi, ça me fait pas rire en fait. Ça me fait pas rire de savoir que les enfants n'ont pas de jeunesse, qui doivent que faire qu'apprendre avec des choses qui peuvent pas vraiment faire des liens directs avec la société d'aujourd'hui, avec des choses concrètes. Bon, on revient un peu à la crise sanitaire. Est-ce que vous y croyez à cette crise sanitaire ? Je suis allé voir un peu votre page Facebook. Hein, vous n'avez pas de site internet de campagne, donc c'est sur votre page Facebook que j'ai vu des idées, des partages. Vous partagez les conclusions d'un avocat allemand qui dit finalement la pandémie n'a pas existé. On vous met volontiers dans le camp des complotistes. Qu'est-ce qu'il en est ? Est-ce qu'elle a existé pour vous ? Est-ce qu'on a dû lutter contre quelque chose ou est-ce que tout ça est une vaste blague ? Alors, pour moi, ça c'est vraiment d'un point de vue personnel, je ne m'exprimerai vraiment pas pour mes colistiers. Pour moi, ça a été un virus, oui, mais pour moi, ça n'est pas une pandémie ou une épidémie même. On ne peut pas juger une épidémie par rapport finalement au nombre de cas qui sont traités avec un test PCR, qui a même, d'après son inventeur, pas accrédité, homologué pour tester cette maladie-là. Pour moi, on a amplifié tout le système. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais clairement, je trouve presque marrant que c'est aujourd'hui qu'on a le plus de cas et c'est aujourd'hui qu'on ouvre les mesures et puis qu'on va relâcher la laisse. Vous avez des connaissances pour affirmer ça ? Parce qu'on a tous eu des avis sur totalement. Les mesures, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et puis au final, il y a deux solutions. Soit on fait confiance à des scientifiques qui ont bossé, soit on se dit non, ils ont tort. Vous n'avez pas confiance dans la science ? Alors vous avez bien raison de poser la question, mais c'est vrai que moi-même je suis en lien étroit avec plusieurs médecins, avec quelques scientifiques. J'ai participé à beaucoup de réunions, même en Valais, de médecins. Et puis la conclusion, elle est un peu pareille pour tout le monde. Maintenant, le problème, c'est que les médecins qui ne sont pas d'accord avec ce que dit la task force, soi-disant les spécialistes qui ont quand même eu le même temps de recul que la plupart des médecins sur le Covid et qui se disent spécialistes, c'est que y a pas eu de consensus scientifique finalement. Il n'y a pas eu de débat. Il n'y a pas eu d'entente des médecins qui étaient peut-être dans l'opposition. Et c'est ça, en fait, que je juge aujourd'hui. C'est qu'on a pris des décisions d'une manière unilatérale, sans prendre en compte l'ensemble des avis des gens. Et puis que, en fait, quand il n'y a pas débat, on n'est plus dans une démocratie. On a voté 2 fois sur les mesures Covid. Oui. On entend ce mot, il y a une dictature sanitaire, on n'est plus dans une démocratie. On doit être le seul pays où la population a pu s'exprimer 2 fois sur des mesures et les accepter les 2 fois à une assez large majorité. Alors, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'ils ont voté oui. Par contre, sur quel objet ? À chaque fois, pour les 2 votations, le carnet de votation a été trompé pour le consommateur, entre guillemets. Les vrais articles de loi pour le 14 juin, sauf erreur, c'était sur le site internet. Dans la brochure officielle, c'était complètement faussé. Il en manquait plein et les plus restrictifs manquaient. Et puis, pour le 28 novembre, on parlait que simplement des aides aux entreprises. On n'a jamais parlé finalement de l'instauration du pass sanitaire. COVID, c'était même l'objet principal de la campagne. Il y a énormément d'objets qui manquaient, je dois vous le dire. Vraiment, on parlait des aides aux familles, etc., alors que les objets principaux ne parlaient pas du tout de ça. Donc pour moi, le citoyen était clairement trompé par rapport aux mesures. Vous lancez dans une campagne au Conseil d'État. On sent bien que l'origine de cet engagement, de cette ambition, c'est la crise sanitaire. Est-ce qu'on peut faire campagne sur un seul objet comme celui-là ? Est-ce que c'est une campagne de dénonciation, ce que vous faites en ce moment dans notre discussion ? Alors, pas du tout. C'est vrai que par rapport à, comme je l'ai dit, mes différentes entreprises, j'ai beaucoup de choses à amener. Donc, entre autres, mes expériences et peut-être mon vécu de maman et puis tout un tas de choses au niveau de ce que j'aimerais changer en tant que femme qui travaille avec des enfants, par exemple. Mais c'est vrai que je ne me serais pas forcément mise sur une liste politique plus haute si je n'avais pas quelque chose à vouloir changer. Et aujourd'hui, c'est vrai que ce mouvement citoyen me correspond bien et j'ai l'impression que j'ai besoin d'être là pour défendre et puis pour représenter ces personnes qui ne croient plus en cette politique-là. Lynne Dardenne, merci. Merci à vous.